Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Amboise pour s'intéresser une nouvelle fois au nouveau BMW X1. Vous le savez, on en a parlé, le X1 s'est rapproché petit à petit du X3 par ses dimensions, par son style, c'est quand même un beau bébé de 4,50 m de long maintenant, mais également par ses motorisations, puisque comme son grand frère, il propose des motorisations thermiques, des motorisations hybrides, et c'est le propre de l'essai aujourd'hui, une motorisation électrique avec ce iX1. Ne cherchez pas les différences esthétiques par rapport aux versions thermiques ou hybrides, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On va jouer au jeu des 7 erreurs, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait 7. Vous avez d'abord sur cette version électrique une calandre qui est complètement fermée. Vous avez, sur cette version bleue on ne le voit pas, mais on peut avoir des petits inserts bleus sur la carrosserie. On a un modèle qui a été doté, pour me faire plaisir, dixit BMW, des petits trous de 19 pouces, on peut avoir du 20 pouces. Et ce qu'on peut peut-être arriver à distinguer de côté, c'est que la garde au sol est un peu plus basse que celle des modèles thermiques. Elle perd 3,5 cm à 17 cm au total, simplement à cause de la batterie qui occupe le sous-bassement de la voiture. Comme la batterie est dans le sous-bassement, le coffre conserve son espace généreux. Vous avez même un petit rangement en double fond pour les câbles. Avec 490 litres, le coffre a perdu une petite cinquantaine de litres par rapport aux versions thermiques. Et aux places arrière, la banquette n'est désormais plus coulissante. Et puis le plancher est un petit peu plus haut. Franchement, c'est pas gênant du tout. On a encore beaucoup d'espace. Sur cette version M Sport, les sièges en Alcantara offrent à la fois un confort qui est assez bon, avec une grande douceur, et un maintien latéral pour les sièges avant, en tout cas excellent. La présentation est désormais classique sur toutes les nouvelles BMW, en particulier les électriques, avec ce grand bandeau qui regroupe deux écrans. Puis on note vraiment une qualité de fabrication avec des matériaux qui sont nobles, de l'aluminium et ici un revêtement. Alors est-ce que c'est du cuir? C'est une bonne question. La dalle du tableau de bord composée de deux écrans, donc celui de l'infodivertissement qui fait 10,25 pouces. C'est un écran tactile, on peut commander le menu de la climatisation. Ça oblige quand même à passer par l'écran central pour pas mal de fonctions. Vous voyez, si je veux commander la chaîne IFI, d'ailleurs Harman Kardon, très bonne qualité. Hein. Je ne sais pas si on peut vous faire une petite démonstration. Voilà, on peut programmer aussi les différents modes de conduite, sport, efficient, expressive, relax, vous voyez, tout ça avec les sièges massants qui sont disponibles sur mon véhicule d'essai. Voilà, relax. Face au conducteur, un autre écran d'un peu plus de 10 pouces, bon, paramétrable. Je vous refais les démos. Là aussi, on a un affichage tête haute sur cette version. Ici, on peut modifier la présentation. Il n'y a pas un choix énorme. On va rester sur ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ici changer le contenu de l'écran central. Voilà, pour avoir soit la musique, soit le GPS, soit l'autonomie restante, soit la conso instantanée et la conso moyenne. À côté du sélecteur de vitesse qui est là, on a quand même quelques boutons de raccourci pour le volume, faire avancer les plages musicales, et ici des réglages pour la conduite. Voilà, on peut par exemple enlever l'alerte de franchissement qui se remet systématiquement à chaque fois. Comme sur les X1 thermiques, et c'est bien pratique, on a un support qui peut alors maintenir votre smartphone et en même temps qui fait chargeur à induction. Le iX1, c'est pas facile à dire, hein, profite de la même plateforme que les Active Tourer BMW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les versions thermiques ou hybrides, c'est un modèle traction. Et bien ici, c'est pas le cas, puisqu'on a deux moteurs électriques.
Bon, c'est caché loin en dessous ce cache plastique. 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, des moteurs, et ça c'est assez particulier puisqu'il n'y a que BMW et Renault qui le font, des moteurs électriques synchrones bobinés, ce qui évite d'avoir des aimants permanents, donc d'utiliser des terres rares, et ce qui permet de piloter plus finement les moteurs à haute vitesse et donc de diminuer la consommation sur autoroute. On verra tout à l'heure si c'est vrai. La puissance totale de ces 2 moteurs cumulés, 313 chevaux, en fait on se rend compte que c'est même plus que le X3 qui est un simple modèle propulsion et qui développe, je crois que de mémoire, c'est 286 chevaux. J'avais déjà bien aimé cette nouvelle génération de X1 et la version électrique ne me déçoit pas non plus. Tout d'abord parce que dans cette configuration avec les roues de 19 pouces, la suspension, alors qui est livrée en série, la suspension adaptative, c'est pas une suspension pilotée électroniquement, mais elle réagit en fait à la vitesse de déplacement des roues pour modifier l'amortissement. Ça reste très confortable. La voiture évidemment est aussi très silencieuse, et puis on a ce côté force tranquille de l'électrique. 313 chevaux, si j'appuie, vous voyez, ça part tout de suite, quelle que soit la vitesse à laquelle on est. C'est rassurant en fait. Beaucoup de gens pensent que ceux qui vont avoir beaucoup de chevaux dans les voitures électriques vont rouler comme des dingues. C'est pas ça du tout. C'est une sorte de sérénité, force tranquille. Évidemment, avec 313 chevaux, on n'est pas embêté pour les accélérations. Surtout 494 Nm de couple. Regardez, si je pousse, alors on a les petits sons artificiels qu'on peut heureusement désenclencher, parce que c'est pas terrible. Et puis vous avez ce petit bouton, la boost, parce qu'en fait, pour tout dire, on a 272 chevaux et pas 313 quand on conduit. Il faut vraiment enfoncer la pédale à fond, être ce qu'on appelle en kick-down pour avoir la puissance totale. La puissance totale, vous l'avez, là voilà. Là, j'ai appuyé sur le petit bouton, vous avez un compte à rebours, et là, en boost, j'ai droit aux 313 chevaux. On les utilisera en fait pratiquement jamais, parce que tout l'intérêt du véhicule électrique, c'est d'essayer de consommer le moins possible. Alors le châssis qui sur le X1 thermique m'avait paru extrêmement dynamique, l'est un tout petit peu moins sur cette version électrique. Il faut dire que, vous voyez, regardez, bon, ça bouge pas, hein. Ça bouge pas, mais à la limite, on aurait le train avant qui aurait tendance à élargir un petit peu, simplement parce que malgré le centre de gravité très bas avec la batterie, on a quand même 2 tonnes. C'est 300, pas loin de 350 kg de plus qu'une version thermique. Donc ça un petit peu moins dynamique dans les virages, mais ça reste quand même une vraie BMW dans l'esprit, et ça c'est sympa. Vous avez ces traditionnels sur les BMW électriques, le système de gestion automatique de la récupération d'énergie en fonction du profil de la route, du trafic. C'est assez efficace. Et puis vous avez un mode, alors qu'on active ici, voilà, qui vous permet d'avoir, vous voyez, ça affiche au tableau de bord, de la conduite one pédale. On va parler en français, une pédale, vous voyez, hop, je suis arrêté au feu rouge. Je n'ai pas eu à toucher la pédale de frein. Ça réclame un petit peu d'habitude. Voilà, on repart. Et vous ne conduisez plus, enfin du moins en ville, que avec la pédale d'accélérateur. BMW a tout de même pas mal travaillé parce que, regardez, voilà, le freinage est assez progressif jusqu'à l'arrêt. On n'a pas d'à-coup au moment de l'arrêt, ce qui est souvent le défaut avec ce genre de système. C'est franchement pas les conditions idéales pour mesurer un niveau de bruit dans l'habitacle. Donc cette voiture va être normalement un peu plus silencieuse que ça. On est en moyenne à 62,7 décibels. S'il ne pleuvait pas, puis là le bitume n'est pas parfaitement lisse. Bon, pour vous le faire court, j'ai déjà fait pas loin de 400 km avec la voiture. Elle est quand même très silencieuse. On est en pilotage semi-automatique de niveau 2 sur l'autoroute à 130 km/h. Bon, je ne peux pas vraiment lâcher les mains. Tout ça pour évaluer la consommation sur autoroute
à 130. Alors on n'est pas dans les conditions les plus favorables, hein. Il fait 4,5 degrés à l'extérieur, on a du vent de face et ça fait déjà 30 km qu'on est à 130 sur l'autoroute. La conso moyenne s'établit à 27 kWh au 100 km. Je pensais que ça serait même un peu meilleur que ça, puisque normalement avec des moteurs synchrones à rotor bobiné, on peut arriver à baisser un petit peu la consommation à haute vitesse. Bon, ça nous fait grimper notre conso moyenne. On verra, là je vais à un superchargeur Ionity. Pour l'instant on est à 23 kWh de moyenne depuis ce matin en ayant fait de la route. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. On refait un point, on est à 8 km de la borne Ionity. On vient de faire 50 km à 130 km/h. Ça a fait grimper notre conso moyenne à 23,5 kWh au 100. Je vous donne tous les chiffres, hein. On a fait 220 km depuis qu'on est parti ce matin avec le plein d'énergie. Il nous reste 15%, on pourrait faire 40 km, ça veut dire en gros, allez, 250 km avant la panne sèche. Là on a préconditionné la batterie, comme ça on va pouvoir avoir la puissance de charge maximum, on va vérifier ça. On est normalement dans les conditions de charge rapide parfaites, on a préchauffé la batterie, il ne fait pas trop chaud à l'extérieur. On est arrivé avec 13% de batterie et vous voyez on est quand même à 128 kW. La puissance de charge maxi c'est 130 kW, 129 kW même. On vient de monter d'un cran, donc là le contrat pour l'instant est rempli. On va voir si cette puissance de charge baisse avec le temps. Voilà, je vous livre les infos en direct live. On est à 78% de la charge. Il y a 31 minutes qu'on charge. On a vu qu'on avait démarré assez fort. Au-dessus de 40%, on est descendu en dessous de 100 kW. On est maintenant à 50 kW de puissance. De toute façon, ça ne sert à rien de charger à plus de 80. Donc on va arrêter. On aura récupéré suffisamment d'autonomie pour retourner chez BMW. Mais c'est vrai que la voiture souffre à la fois, alors pas tant du poids sur l'autoroute, mais avec cette batterie qui dépasse légèrement en dessous, on a perdu un point de CX, on est à 0,27 et c'est 60% de la conso sur autoroute. L'aérodynamisme, c'est là que les Tesla sont un peu plus fortes. En revanche, c'est vrai que la voiture est équipée, c'est une option, mais on a intérêt à le prendre, d'un chargeur en courant alternatif en 22 kW. BMW espère vendre 30% de X1 version électrique. Ça me paraît tout à fait possible parce que c'est une voiture qui a pas mal de qualités. Tout d'abord, bon, esthétiquement, même si moi je n'apprécie pas forcément la calandre en grande cochon, c'est une voiture plutôt réussie. Elle est confortable dans cette définition. Franchement, elle a la pêche. 4 roues motrices, une autonomie. Alors, c'est peut-être le point le plus critique, parce que moi j'ai fait un peu plus de 300 km. On peut dire qu'on a entre 300 et 400 km. Dans un usage normal, on en aura évidemment moins sur autoroute. Et puis la dernière de ses qualités, alors c'est pas une qualité pour tout le monde, parce que là aussi on va mettre des grosses guillemets, c'est qu'il est moins cher que ses concurrents premium, mais moins cher, ça signifie quand même qu'il démarre à 56 000 €, qui va jusqu'à 60 000 €. Et à ce tarif-là, aujourd'hui, en 2023, on n'a plus de bonus écologique.